S'il vous plaît, laissez-le voir son chien une dernière fois. Jennifer supplia le directeur de la prison en serrant la laisse de Buddy. Madame, aucun animal n'est autorisé dans la salle d'exécution. Décision finale. Le gardien regarda sa montre. 30 secondes avant 9 heures. Le chien détient des preuves qui prouvent l'innocence de mon frère. Soudain, Buddy se libéra et aboya frénétiquement contre la porte en acier. Le son désespéré résonna dans le couloir comme un dernier appel. Personne ne savait que le chien fidèle portait la vérité sous sa peau depuis 5 ans, attendant ce moment précis. Avant de nous plonger dans cette incroyable histoire de loyauté et de justice, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Vous êtes sur le point de découvrir comment le meilleur ami d'un homme est devenu son seul espoir de survie. Bonne lecture. L'horloge accrochée au mur gris indiquait 8h57. Il restait 3 minutes. Marcus Thompson était allongé, attaché à la table d'exécution, ses mains usées par le temps maintenues par des sangles en cuir. À 58 ans, l'ancien vétérinaire paraissait plus âgé que son âge. La prison l'avait vieilli, mais ses yeux conservaient encore la douceur qui réconfortait autrefois les animaux malades et leurs propriétaires inquiets. Le directeur James Crawford se tenait à côté de la table, un bloc-notes à la main. En 25 ans de carrière dans le milieu carcéral, il avait supervisé 43 exécutions. C'était un mardi matin comme les autres à Huntsville, au Texas. « Une dernière requête, Thompson », demanda Crawford d'une voix professionnelle mais pas méchante. Marcus tourna légèrement la tête et regarda le directeur droit dans les yeux. « Je veux voir mon chien. » Les gardes échangèrent un regard. L'un d'eux ricana. « Les animaux ne sont pas autorisés dans le quartier de haute sécurité, mon vieux. »« Tu le sais bien. »« S'il vous plaît, » murmura Marcus d'une voix brisée. « Buddy est dehors avec ma sœur. Il a quelque chose qui peut prouver mon innocence. » Crawford fronça les sourcils. De toute sa carrière, aucun condamné n'avait jamais demandé à voir son animal de compagnie comme dernière volonté. La plupart voulaient un dernier repas, un coup de téléphone ou passer du temps avec leur famille. Jamais un chien. « Monsieur, nous ne pouvons pas faire entrer d'animaux dans la salle d'exécution, » dit le garde Martinez. « C'est contraire à tous les protocoles. » Les yeux de Marcus se remplirent de larmes. « Il y a 5 ans, vous avez exécuté un innocent. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de recommencer. Mais cette fois, la preuve se trouve juste à l'extérieur de ce bâtiment, dans mon chien. » Quelque chose dans la voix de Marcus fit hésiter Crawford. Le désespoir n'était pas lié à l'envie d'échapper à la mort, mais à la vérité. Le condamné ne suppliait pas pour sa vie. Il suppliait pour que justice soit faite. Crawford regarda l'horloge. 8h58. Il restait 2 minutes. Dehors, sur le parking, Jennifer Thompson était assise dans sa voiture tenant la laisse de Buddy. Le Golden Retriever pressait son museau contre la vitre, sentant d'une manière ou d'une autre que sa maîtresse était à proximité. Jennifer détenait un secret qui pouvait tout changer, mais elle n'avait aucune idée à quel point ils étaient près de perdre Marcus pour toujours. L'horloge avançait. Crawford prit une décision qui allait choquer tout le monde. 5 ans plus tôt, Marcus Thompson avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il était propriétaire de la clinique vétérinaire la plus prospère d'Austin, au Texas. Les propriétaires d'animaux domestiques venaient de 3 comtés différents pour confier leurs animaux malades au Dr Thompson. Il avait des mains douces et savait s'y prendre avec les chiens et les chats effrayés, ce qui l'avait rendu célèbre dans la région. Sa femme Claire était belle et intelligente. Elle travaillait comme conseillère financière pour des clients fortunés, gérant leurs investissements depuis son bureau en centre-ville. Il vivait dans un manoir d'une valeur de 1,2 million de dollars dans le plus beau quartier de la ville. Marcus et Claire étaient mariés depuis 12 ans. Ils assistaient ensemble à des événements caritatifs. Ils faisaient des dons à des refuges pour animaux. Tout le monde à Austin considérait les Thompson comme le couple parfait. Mais Claire vivait dans le mensonge. Pendant que Marcus passait ses journées à sauver des animaux, Claire volait ses clients. Elle créait de faux comptes d'investissement et transférait leur argent dans des banques offshore. En 3 ans, elle avait volé 4 millions de dollars. Ses clients lui faisaient entièrement confiance. C'étaient à des personnes âgées qui avaient travaillé toute leur vie pour économiser en vue de leur retraite. Ils avaient confié à Claire leurs économies, convaincus qu'elle les ferait fructifier. Au lieu de cela, Claire a pris leur argent et l'a caché dans des comptes secrets aux Bahamas. Elle était prudente. Elle a créé de faux documents montrant que les investissements se portaient bien. Elle envoyait chaque mois de faux relevés à ses clients.
Ils n'avaient aucune idée que leur argent avait disparu. À la maison, Claire se comportait comme une épouse aimante. Elle préparait le dîner pour Marcus. Elle assistait à ses fêtes de travail. Elle souriait et riait avec leurs voisins. Mais tard dans la nuit, lorsque Marcus était endormi, Claire s'asseyait devant son ordinateur. Elle transférait davantage d'argent volé sur ses comptes secrets. Elle planifiait sa fuite de la vie qu'elle s'était construite sur des mensonges. Marcus n'avait aucune idée que son mariage parfait était sur le point de devenir son pire cauchemar. La femme qu'il aimait n'était pas seulement une voleuse. Elle préparait quelque chose de bien pire. 3 ans avant la mort de Claire, Marcus a trouvé le chien qui allait lui sauver la vie. C'était un jeudi matin pluvieux. Marcus se rendait à sa clinique lorsqu'il aperçut quelque chose sur le bord de l'autoroute 35. Un Golden Retriever gisait dans l'herbe, immobile. Marcus se gara immédiatement. Le chien avait été renversé par une voiture et laissé pour mort. Sa patte arrière était cassée et il saignait abondamment. Mais lorsque Marcus s'agenouilla, le chien leva les yeux vers lui avec ses yeux bruns pleins de confiance. « Tout va bien, mon grand », lui dit Marcus d'une voix douce. « Je vais t'aider. » Marcus porta le chien blessé dans son camion et se précipita à la clinique. Il travailla pendant 6 heures pour sauver la vie de l'animal. L'opération était compliquée et coûteuse. Marcus paya tout de sa poche. Lorsque le chien se réveilla, il lécha la main de Marcus. Marcus savait qu'il ne pouvait pas confier cet animal courageux à n'importe qui. Il décida de le garder et le baptisa Buddy. Claire n'était pas ravie de cette nouvelle présence. Elle se plaignait des poils de chien sur les meubles. Elle disait que la maison sentait la niche. Elle voulait que Marcus trouve un autre foyer à Buddy. « Il fait partie de notre famille maintenant », répondit Marcus fermement. C'était l'une des rares fois où il tenait tête à sa femme. Buddy se remit complètement, mais il boitait légèrement. Cette blessure le rendait encore plus spécial aux yeux de Marcus. Chaque matin, Buddy s'asseyait à côté de Marcus pendant qu'il buvait son café. Chaque soir, ils se promenaient ensemble dans le quartier. Claire tolérait à peine le chien. Elle ne le caressait jamais et ne jouait jamais avec lui. Lorsque des amis venaient à la maison, elle enfermait Buddy dans le garage. Mais Buddy était intelligent. Il observait Claire attentivement. Lorsqu'elle parlait au téléphone tard le soir, Buddy grognait doucement. Quand elle faisait sa valise pour ses voyages d'affaires, Buddy cachait ses chaussures. « Ce chien ne m'aime pas », dit Claire à Marcus un jour. « Les chiens connaissent les gens », répondit Marcus. Il pensait plaisanter. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Buddy sentait que quelque chose n'allait pas chez Claire, que Marcus ne voyait pas. Le chien fidèle essayait déjà de protéger son maître d'un danger qui grandissait chaque jour. 18 mois avant sa mort, les vols de Claire finirent par attirer l'attention. La commission des opérations de bourse reçut une plainte d'un des clients de Claire. Un homme âgé nommé Robert Hayes avait remarqué que son compte de retraite perdait de l'argent alors que la bourse était en hausse. Il posa des questions auxquelles Claire ne sut répondre. La commission ouvrit une enquête. Elle examina les comptes des clients de Claire et découvrit des malversations partout. 4 millions de dollars avaient disparu des comptes de 12 familles différentes. Claire savait qu'elle avait des ennuis, mais elle n'en dit rien à Marcus. Elle se comportait normalement à la maison tout en préparant secrètement sa fuite. Marcus commença à remarquer des changements chez sa femme. Elle était tout le temps en colère. Elle passait de longs coups de fil en privé. Elle voyageait plus souvent pour le travail, restant parfois absente pendant une semaine entière. « Pourquoi es-tu si souvent absente ?» demanda Marcus un soir. « Mes clients ont besoin de moi », répondit Claire sèchement. « Tout le monde ne peut pas jouer avec des chiots toute la journée comme toi. » Cette remarque blessa Marcus. Il avait construit sa clinique à partir de rien et employait 15 personnes. Il ne jouait pas. Il travaillait dur pour sauver la vie d'animaux. Leurs voisins commencèrent à entendre des disputes bruyantes chez les Thompson. Madame Garcia, leur voisine, dit à son mari que Claire criait sur Marcus presque tous les soirs. Claire rencontrait également en secret un avocat pénaliste nommé Daniel Hayes. Elle disait à Marcus qu'elle aidait Hayes dans une affaire pour l'un de ses clients. En réalité, elle payait Hayes 50 000 $ pour l'aider à disparaître. Hayes était corrompu. Il avait déjà aidé d'autres criminels à échapper à la justice. Il avait vu les 4 millions de dollars de Claire et était devenu cupide. Il voulait l'aider, mais il voulait aussi une plus grande part de l'argent volé. « Si tu veux disparaître, dit Hayes à Claire, nous devons nous assurer que personne ne puisse te retrouver.
y compris ton mari. Que veux-tu dire? Demanda Claire. Marcus en sait trop sur tes affaires. Il pourrait te reconnaître plus tard. Nous devons nous occuper du problème, Marcus. Claire fixa Hayes pendant un long moment. Puis elle acquiesça. Cette nuit-là, tandis que Marcus dormait paisiblement à ses côtés, Claire prit une décision qui allait détruire leur vie à tous les deux. 2 ans avant sa mort, Marcus découvrit le terrible secret de Claire. Il travaillait tard à la clinique lorsqu'il se rendit compte qu'il avait oublié ses lunettes de lecture à la maison. Il retourna les chercher et entendit Claire parler au téléphone dans son bureau. La porte était fermée, mais Marcus pouvait entendre chaque mot à travers la cloison mince. « La SEC est au courant pour l'argent manquant, » disait Claire. « Il se rapproche. Il faut faire vite. »« Combien de temps avons-nous » demanda une voix masculine. Marcus reconnut celle de Daniel Hayes, l'avocat. « Peut-être 6 mois avant qu'il m'arrête, » répondit Claire. « Les comptes offshore sont prêts. Mais il reste le problème, Marcus. » Marcus sentit son cœur s'arrêter. « Quel problème avec Marcus ?»« C'est votre mari, » dit Hayes. « Il pourrait vous identifier n'importe où. Les autorités l'interrogeront pendant des années. »« Je sais, » répondit Claire doucement. « Nous devrons nous occuper de lui définitivement. » Marcus s'éloigna de la porte. Ses mains tremblaient. Sa femme parlait de le tuer. Le lendemain matin, Marcus confronta Claire au petit déjeuner. « Je t'ai entendu hier soir. Je sais pour l'argent volé. » Claire devint livide. Puis elle se mit à pleurer. « Je suis tellement désolée, Marcus, » dit-elle. « J'ai commis de terribles erreurs. J'allais tout te dire. »« 4 millions de dollars, ce n'est pas une erreur, » dit Marcus. « C'est du vol. » Claire lui saisit les mains. « Je te rendrai tout. Je te le promets. Ne me dénonce pas. Je t'en supplie. » Marcus aimait sa femme malgré tout. Il voulait croire qu'elle pouvait arranger les choses. « Tu dois coopérer avec les autorités, » lui dit-il. « Rends l'argent et assume tes responsabilités. »« Oui, » répondit Claire en continuant de pleurer. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Mais Claire mentait. Elle n'avait aucune intention de rendre l'argent ni d'assumer ses responsabilités. Cet après-midi-là, pendant que Marcus était au travail, Claire appela à nouveau Hayes. « Il sait tout, » dit-elle à l'avocat. « Nous devons passer à la phase finale. »« Tu es sûr ?» demanda Hayes. « Il nous détruira tous les deux si nous n'agissons pas en premier, » répondit Claire. « Marcus doit mourir. » 8 mois avant sa mort, Claire a rencontré Hayes pour planifier le crime parfait. Ils se sont assis dans le bureau de Hayes après les heures de travail. Claire avait apporté une bouteille de vin coûteux et 50 000 $ en espèces. « Je ne peux pas simplement disparaître, » a déclaré Claire. « Le FBI me traquera pour toujours. Je dois être morte. »« Qu'as simulé ta propre mort ?» a demandé Hayes. « Ce n'est pas facile. J'y pense depuis des mois, » répondit Claire. « On trouve quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un dont personne ne se souciera. » Hayes se servit un autre verre de vin. « Tu veux dire tuer une personne innocente ?»« Une femme sans domicile fixe, » répondit Claire froidement. « Quelqu'un qui n'a ni famille ni amis. Quelqu'un dont personne ne se souciera. » Hayes resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il acquiesça. « On aura besoin d'aide. Un médecin légiste pour falsifier l'autopsie, un détective pour contrôler l'enquête. »« Combien cela va-t-il coûter ?» demanda Claire. « 2 millions de dollars, peut-être plus. » Claire sourit. « J'ai 4 millions. C'est largement suffisant. » Au cours du mois suivant, Hayes trouva les bonnes personnes. Le docteur Michael Torres était un médecin légiste criblé de dettes de jeu. Il avait désespérément besoin d'argent et accepta de falsifier des rapports d'autopsie pour 500 000 $. Sarah Coleman était une détective de police à la retraite qui travaillait comme détective privée. Elle acceptait des pots de vin depuis des années. Hayes lui versa 300 000 $ pour s'assurer que Marcus serait rapidement arrêté. « Le plan est simple, » expliqua Hayes à Claire. « Vous tuez une femme sans abri chez vous. Torres arrive en tant que médecin légiste officiel et déclare que le corps est le vôtre. Coleman arrive en tant que première détective et trouve des preuves que Marcus vous a tué. »« Quelles preuves ?» demanda Claire. « Nous placerons l'arme du crime avec les empreintes digitales de Marcus. Nous nous assurerons qu'il n'a pas d'alibi. Nous créerons un passé de violence domestique. » Claire acquiesça. « Quand le faisons-nous ?»« Bientôt, » répondit Hayes. « L'enquête de la SEC avance rapidement. Nous devons mettre Marcus en prison avant qu'il ne puisse leur dire ce qu'il sait sur vos affaires. » Claire quitta la réunion, tout excitée.
Dans quelques mois, elle serait libre. Elle aurait des millions de dollars et une nouvelle vie aux Bahamas. Marcus serait mort ou en prison pour toujours. Elle ne pensa pas à la femme innocente qui allait mourir pour sa liberté. 3 mois avant sa mort, Marcus s'est rendu compte que quelqu'un l'observait. Des voitures étranges se garaient devant sa clinique. Ses appels téléphoniques étaient accompagnés d'étranges cliquetis. Quand il allait à l'épicerie, le même homme au chapeau bleu était toujours là. Marcus en a parlé à Claire pendant le dîner. « Je crois que quelqu'un me suit. »« Ne sois pas ridicule, » a répondu Claire. « Pourquoi quelqu'un te suivrait-il » Mais Marcus ne s'imaginait pas des choses. Hayes avait engagé des gens pour surveiller les habitudes quotidiennes de Marcus. Ils avaient besoin de savoir exactement où il se trouverait le soir du meurtre. Buddy devint plus protecteur envers Marcus. Le chien ne le laissait plus aller nulle part seul. Lorsque Marcus allait chercher le courrier, Buddy restait à ses côtés. Lorsque Marcus travaillait tard à la clinique, Buddy refusait de rentrer à la maison avec Claire. « Ce chien devient un problème », dit Claire à Hayes lors d'une de leurs réunions secrètes. « On s'occupera du chien après nous être occupés de Marcus », répondit Hayes. Mais Marcus commençait lui aussi à se méfier de sa femme. Il remarqua qu'elle passait de plus en plus d'appels téléphoniques en privé. Elle s'absentait de la maison pendant des heures sans donner d'explication. Elle avait commencé à garder des documents importants dans un tiroir fermé à clé. Un soir, pendant que Claire prenait sa douche, Marcus fouilla son bureau. Il trouva des billets d'avion pour les Bahamas et des relevés bancaires provenant de comptes qu'il n'avait jamais vus auparavant. Marcus comprit que sa femme avait l'intention de le quitter. Mais il ne savait pas qu'elle prévoyait d'abord de le faire accuser de meurtre. Il décida de se protéger. Il se rendit chez son ami, le docteur Thompson, un autre vétérinaire, et lui demanda de l'aide. « Je pense que ma femme a de sérieux problèmes avec la justice », dit Marcus au docteur Thompson. « Elle pourrait essayer de me faire porter le chapeau pour ses crimes. »« Que voulez-vous faire ?» demanda le docteur Thompson. « Je dois enregistrer nos conversations. J'ai besoin de preuves de ce qu'elle fait réellement. » Le docteur Thompson donna à Marcus de minuscules appareils d'enregistrement qu'il pouvait cacher dans sa maison. Pendant le mois qui suivit, Marcus enregistra tout ce que Claire disait au téléphone et lors de leurs conversations privées. Il ne se doutait pas que Claire et Ace prévoyaient quelque chose de bien pire que de simplement le quitter. Ils voulèrent le faire mourir pour ses crimes. 1 mois avant la mort de Claire, Marcus prit une décision désespérée qui allait lui sauver la vie. Il avait enregistré des dizaines de conversations entre Claire et Hayes. Les enregistrements prouvaient que Claire volait de l'argent et prévoyait de disparaître. Mais Marcus savait que des personnes influentes l'aidaient. S'il lui arrivait quelque chose, les enregistrements disparaîtraient aussi. Il devait cacher les preuves dans un endroit où personne ne penserait à chercher. Marcus emmena Buddy chez le docteur Thompson à sa clinique après les heures de travail. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'inhabituel », dit Marcus à son ami. « Quel genre d'aide » demanda le docteur Thompson. Marcus lui expliqua l'existence des enregistrements et sa crainte que Claire ne lui fasse du mal. « Je veux mettre les preuves à l'intérieur de Buddy. » Le docteur Thompson eut l'air perplexe. « À l'intérieur du chien. Comment ?»« Vous savez, ces puces électroniques que l'on implante aux animaux pour les identifier. Je veux que vous implantiez une puce spéciale dans Buddy. Une puce capable de stocker mes enregistrements. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les puces pour animaux, Marcus. Elles ne contiennent que des informations de base. »« J'ai acheté une puce différente, » répondit Marcus. Il montra au docteur Thompson un petit appareil qui ressemblait à une puce pour animaux de compagnie classique, mais qui pouvait stocker des heures d'enregistrement audio. Le docteur Thompson secoua la tête. « C'est une opération dangereuse sans raison médicale. »« C'est la seule solution, » supplia Marcus. « Si Claire me tue, tout le monde pensera que je n'étais qu'un mari jaloux qui a assassiné sa femme infidèle. Personne ne cherchera les preuves cachées dans mon chien. » Le docteur Thompson finit par accepter d'aider son ami. Il endormit Buddy et implanta soigneusement la puce spéciale sous la peau du chien, à l'endroit où se trouve normalement une puce d'identification. À son réveil, Buddy semblait parfaitement normal. La puce était invisible et ne lui faisait pas mal du tout. Marcus chargea tous ses enregistrements sur la puce à l'aide d'un scanner spécial. Des heures de conversation entre Claire et Ace. Des discussions sur l'argent volé, les fausses morts et le meurtre de Marcus. « Si quelque chose m'arrive, » dit Marcus au docteur Thompson, « dites à la police de scanner la puce de Buddy avec un ordinateur, pas avec un scanner pour animaux de compagnie ordinaire. »« Il ne vous arrivera rien, » répondit le docteur Thompson.
Mais Marcus savait mieux que quiconque. Il avait entendu Claire et Hayes parler du 15 janvier. Ils avaient choisi cette date pour le tuer. Ils ne savaient simplement pas qu'ils avaient prévu de tuer une femme innocente à la place de Claire. Le 15 janvier 2022, la nuit qui détruisit la vie de Marcus. À 20h30, Marcus reçut un appel d'urgence chez lui. Une femme lui dit que son chien avait été renversé par une voiture et qu'il était en train de mourir. Elle le supplia de venir immédiatement à sa clinique. « Ça ne peut pas attendre demain matin ?» demanda Marcus. Il était fatigué et voulait rester chez lui avec Buddy. « S'il vous plaît, Dr Thompson, » a pleuré la femme. « Ma fille ne me pardonnera jamais si son chien meurt. » Le bon cœur de Marcus ne lui a pas permis de refuser. Il a embrassé Claire et s'est rendu à sa clinique. Buddy voulait l'accompagner, mais Claire a insisté pour que le chien reste à la maison. L'appel d'urgence était faux. Hayes avait engagé une femme pour passer l'appel et éloigner Marcus de chez lui pendant exactement 3 heures. À 21h, Claire se rendit au campement de sans-abri sous le pont du centre-ville. Elle observait Linda Morrison depuis des semaines. Linda avait 45 ans, les cheveux bruns comme Claire, et était à peu près de la même taille et du même poids. Linda n'avait ni famille ni amis. Elle vivait seule et parlait rarement aux autres sans-abri. Elle était parfaite pour le plan de Claire. Claire proposa à Linda $50 pour venir nettoyer sa maison pendant quelques heures. Linda avait désespérément besoin d'argent et accepta. Elles se rendirent ensemble à la maison Thompson. Linda était reconnaissante de trouver une maison chaude et de pouvoir faire un travail facile. À 22h15, alors que Linda faisait la vessie dans la cuisine, Claire s'approcha d'elle par derrière avec une batte de baseball. Elle frappa Linda une fois à l'arrière de la tête. Linda tomba au sol, inconsciente. Claire la frappa 3 fois de plus pour s'assurer qu'elle était bien morte. Claire s'attaqua ensuite à la partie la plus difficile de son plan. Elle devait faire en sorte que le corps de Linda ressemble à celui de sa propre mère. Elle mit ses propres bijoux sur Linda. Elle coupa les ongles de Linda et dispersa les morceaux dans la pièce afin que son ADN soit retrouvé. Elle plaça la batte de baseball dans la boîte à outils de Marcus et y mit ses empreintes digitales. À 23h, le docteur Torres est arrivé à la maison. En tant que médecin légiste officiel, il allait diriger l'enquête dès le début. À 23h15, Sarah Coleman est arrivée sur les lieux en tant que première détective. Elle allait s'assurer que Marcus soit arrêté immédiatement. À 23h30, Marcus est rentré chez lui après son faux appel d'urgence. Il est entré dans sa maison et a trouvé ce qui semblait être le cadavre de sa femme sur le sol de la cuisine. Ces cris ont alerté les voisins qui se sont précipités. Le procès de Marcus Thompson a commencé 6 mois après son arrestation. Hayes était le procureur principal. Il avait convaincu le procureur général qu'il s'agissait d'un simple cas de violence domestique qui s'était soldé par un meurtre. Les preuves contre Marcus semblaient accablantes. L'arme du crime était sa batte de baseball, sur laquelle se trouvaient ses empreintes digitales. Il n'avait aucun alibi pour l'heure du décès. Les voisins ont témoigné avoir entendu Marcus et Claire se disputer. Sarah Coleman a pris la parole à la barre des témoins et a parfaitement menti. Elle a décrit avoir trouvé Marcus debout près du corps de sa femme, couvert de sang et agissant de manière suspecte. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas ce qu'il semblait, a témoigné Coleman. C'est ce que disent toujours les coupables. Le docteur Torres a également menti sous serment. Il a déclaré avoir formellement identifié la victime comme étant Claire Thompson, grâce à ses empreintes dentaires et à des preuves ADN. Les empreintes dentaires étaient fausses. Torres avait payé un dentiste corrompu pour créer de faux dossiers. Les preuves ADN étaient authentiques, mais elles provenaient d'échantillons de cheveux que Claire avait placés sur la scène du crime. Marcus a engagé de bons avocats, mais ils n'ont pas pu contester des preuves qui semblaient si évidentes. Ils ont fait valoir que Marcus aimait sa femme et ne lui aurait jamais fait de mal. Ils ont fait appel à des témoins de moralité qui ont déclaré que Marcus était doux et gentil. Mais les preuves matérielles étaient trop solides. Le jury n'a pas cru l'histoire de Marcus concernant le faux appel d'urgence. Il a pensé qu'il mentait pour se créer un alibi. Marcus a tenté de leur parler des crimes financiers de Claire et de son projet de disparaître. Mais Hayes s'est opposé à toute tentative de mentionner les vols commis par Claire. « La victime n'est pas jugée ici », a déclaré Hayes au juge. Les accusations de son mari ne sont qu'une tentative de rejeter la responsabilité de sa propre violence sur la victime. Le procès n'a duré que 2 semaines.
Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de déclarer Marcus coupable de meurtre au premier degré. Lorsque le verdict a été rendu, Marcus s'est effondré sur sa chaise. Sa sœur Jennifer pleurait dans la salle d'audience. Seul Buddy lui est resté fidèle, assis tranquillement à côté de Jennifer pendant tout le procès. Le juge a condamné Marcus à la peine de mort par injection létale. « Vous avez pris la vie d'une femme innocente », a déclaré le juge à Marcus. « Vous avez détruit une famille et brisé la confiance de votre communauté. Vous le paierez de votre vie. » Marcus a été transféré dans le couloir de la mort à la prison d'État de Huntsville. Pendant 5 ans, il a attendu son exécution, tandis que ses avocats déposèrent des recours sans espoir. Buddy lui rendait visite chaque semaine avec Jennifer. Le chien vieillissait, mais il n'oubliait jamais son maître. 8h58. Plus que 2 minutes avant que Marcus Thompson ne soit mort. Le directeur Crawford fixait le condamné attaché à la table d'exécution. En 25 ans de travail dans le milieu carcéral, il avait appris à se fier à son instinct concernant les gens. Quelque chose l'avait toujours dérangé dans l'affaire Marcus Thompson. Cet homme n'avait jamais agi comme un meurtrier typique. Il était poli avec les gardiens. Il lisait des livres sur les animaux. Il ne se battait jamais avec les autres prisonniers. La plupart des condamnés à mort rejetaient la faute sur tout le monde sauf eux-mêmes. Ils maudissaient le système, les juges, les témoins. Marcus n'avait rien fait de tout cela. Il clamait son innocence calmement et avec dignité. « Monsieur, nous devons procéder », dit le gardien Martinez. « La loi nous oblige à exécuter la sentence à 9 heures précises. » Crawford regarda à nouveau Marcus. L'homme ne suppliait pas pour sa vie et ne faisait pas de promesses désespérées. Il demandait à voir son chien parce que celui-ci détenait des preuves. C'était la dernière volonté la plus étrange que Crawford ait jamais entendue. « Quel genre de preuves un chien pourrait-il bien avoir ?» demanda Crawford. « Buddy a une puce électronique implantée sous la peau, » répondit Marcus. « Elle contient des enregistrements de ma femme et de son avocat en train de planifier mon meurtre. Ma femme n'est pas morte. Elle a tué une femme innocente et m'a piégé. » Les gardes échangèrent des regards. Ils pensèrent que Marcus était en train de craquer sous le stress de son exécution imminente. Mais Crawford réfléchissait au dossier. Marcus Thompson avait été un vétérinaire réputé. Il devait s'y connaître en puces électroniques pour animaux. Il devait s'y connaître en chirurgie et en procédures médicales. Crawford avait vu beaucoup d'hommes désespérés dans leurs derniers instants. Il faisait généralement des déclarations extravagantes sur la corruption et les complots. Mais Marcus était calme. Il donnait des détails précis sur des preuves qui pouvaient être vérifiées. La puce ressemble à une puce d'identification pour animaux domestiques ordinaires, continua Marcus. Mais il faut un scanner spécial pour lire les fichiers audio. Mon ami, le docteur Thompson, peut vous dire comment y accéder. Crawford prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les règles du manuel de la prison. « Arrêtez l'exécution », annonça-t-il. « Nous avons un problème de sécurité potentiel qui doit faire l'objet d'une enquête. » « Quel genre de problème de sécurité ?» demanda le gardien Martinez. « Faites entrer le chien pour une inspection immédiate. Je veux que notre vétérinaire examine l'animal pour voir s'il cache des appareils ou des objets interdits. » Marcus ferma les yeux et murmura « Merci ». Dehors, sur le parking, Jennifer Thompson reçut un appel de la prison. Il voulait en faire entrer Buddy. 8h59, 1 minute avant que Marcus ne soit censé mourir. Le docteur Patricia Wells, vétérinaire de la prison, se précipita dans la salle d'exécution avec son matériel médical. Elle n'avait jamais été appelée à examiner un animal lors d'une exécution. Buddy marchait calmement à côté de Jennifer, ses vieilles pattes avançant lentement mais sûrement. Le Golden Retriever semblait comprendre qu'il se passait quelque chose d'important. « Que dois-je chercher ?» demanda le docteur Wells au directeur Crawford. Le prisonnier affirme que ce chien est équipé d'une puce électronique contenant des preuves de son innocence, répondit Crawford. Le docteur Wells passa son scanner pour animaux de compagnie sur le cou et l'épaule de Buddy. Le scanner émit immédiatement un bip. « Il y a une puce ici, » annonça-t-elle, « mais quelque chose ne va pas. » Elle fronça les sourcils en regardant l'écran de son scanner. « Cette puce m'indique des données que je n'ai jamais vues auparavant. Elle est beaucoup plus grande qu'une puce d'identification normale pour animaux de compagnie. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Crawford. « Les puces pour animaux domestiques ne stockent que des informations de base comme le nom et le numéro de téléphone du propriétaire. Cette puce contient des données qu'un dispositif standard ne peut pas stocker. »
Le docteur Wells connecta son scanner à un ordinateur portable. L'écran s'emplit de noms de fichiers et de données qui ne ressemblaient en rien à ceux d'une puce pour animaux domestiques classique. « Directeur Crawford, dit-elle d'une voix excitée, cette puce contient 89 fichiers audio. Chaque fichier dure plusieurs minutes. » Marcus leva la tête de la table d'exécution. « Lancez le fichier numéro 1, dit-il. C'est Claire et Ace qui planifient à mon meurtre. » Le docteur Wells cliqua sur le premier fichier audio. La pièce fut envahie par la voix de Claire Thompson, claire et reconnaissable entre toutes. « L'enquête de la SEC se rapproche, » disait Claire. « Nous devons éliminer Marcus et lui faire porter le chapeau pour ma fausse mort. » Une voix masculine répondit « Es-tu sûr de vouloir assassiner ton mari ?»« Il en sait trop, » répondit Claire froidement. « Marcus doit mourir et tout le monde doit croire qu'il m'a tué. » La pièce devint complètement silencieuse. Le visage du directeur Crawford pâlit. « Arrêtez immédiatement l'exécution, » ordonna Crawford. « Appelez le FBI immédiatement. » Marcus Thompson ferma les yeux et murmura « Bon garçon, Buddy. Bon garçon. » 9h15. Marcus était censé être mort, mais au lieu de cela, il écoutait sa propre voix expliquer tout. Les agents du FBI se précipitèrent à la prison, tandis que le docteur Wells lisait les fichiers les uns après les autres sur la puce de Buddy. Chaque enregistrement était plus choquant que le précédent. Le fichier 23 contenait une conversation entre Claire et Ace sur la manière de trouver une femme sans abri à assassiner. Le fichier 34 montrait Claire payant le docteur Torres pour falsifier l'autopsie. Le fichier 45 enregistrait Sarah Coleman, acceptant de placer des preuves contre Marcus. « Linda Morrison doit avoir exactement la même taille que moi, » disait la voix de Claire dans le fichier 67. « Personne ne remarquera la disparition d'une femme sans abri et sans famille. » L'agent Sarah Martinez du FBI écoutait chaque mot avec une colère grandissante. « Il s'agit d'un complot visant à faire accuser un innocent de meurtre, » dit-elle à Crawford. L'enregistrement le plus accablant était le dossier 78. Claire y décrivait en détail le meurtre de Linda Morrison. « Je l'ai frappée 4 fois avec la batte de baseball, » disait Claire à Ace. « Puis, j'ai mis mes bijoux sur son corps et j'ai placé les empreintes de Marcus sur l'arme. »« Et les empreintes dentaires ?» demandait Ace. « Torres a un dentiste qui va créer de faux dossiers montrant que le corps est le mien, » répondait Claire. À 10h, les agents du FBI exécutèrent des mandats d'arrêt dans tout le Texas. Daniel Hayes a été arrêté dans son cabinet d'avocat alors qu'il rencontrait un autre client. Lorsque les agents ont diffusé les enregistrements, il a immédiatement avoué tout ce qu'il avait fait. Sarah Coleman a été arrêtée à son domicile. Elle a tenté de nier son implication jusqu'à ce que les agents lui fassent écouter sa propre voix, dans laquelle elle acceptait de piéger Marcus pour de l'argent. Le docteur Torres fut arrêté au bureau du médecin légiste. Les enregistrements prouvaient qu'il avait falsifié le rapport d'autopsie et menti sous serment lors du procès de Marcus. Mais le plus gros trophée manquait encore. Où était Claire Thompson? D'après ces enregistrements, elle vit aux Bahamas sous un faux nom, dit l'agent Martinez à Crawford. Le FBI a contacté les forces de l'ordre international. En quelques heures, ils ont localisé Claire Thompson dans une villa de luxe sur l'île de Nassau. Elle utilisait le nom de Maria Santos et dépensait les millions volés en voitures de luxe et en bijoux. Lorsque la police bahamienne l'a arrêtée, Claire s'est effondrée. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin », a-t-elle pleuré. « Je voulais juste échapper à la prison. J'allais laisser Marcus vivre. » Mais les enregistrements prouvaient qu'elle mentait. Elle avait planifié la mort de Marcus depuis le début. 10h. Alors que Marcus était libéré de ses liens, des agents du FBI dans 3 pays arrêtèrent les personnes qui avaient détruit sa vie. À Austin, Daniel Hayes était assis menotté dans son luxueux cabinet d'avocat. Les agents du FBI avaient saisi son ordinateur, ses dossiers et ses relevés bancaires montrant les paiements effectués par Claire. « Je veux passer un accord », a déclaré Ace à l'agent Rodriguez. « Je vous dirai tout sur le complot. »« Vous allez tout nous dire de toute façon, » a répondu Rodriguez. « Nous avons votre voix sur 89 enregistrements dans lesquels vous planifiez le meurtre d'un innocent. » Sarah Coleman a été arrêtée alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans sa cuisine. Lorsque les agents ont diffusé l'enregistrement dans lequel elle acceptait de placer des preuves contre 300 000 $, elle s'est mise à pleurer. « Je pensais que ce serait juste un simple coup monté, » a déclaré Coleman. « Je ne savais pas qu'ils allaient tuer quelqu'un.
« Vous avez contribué à envoyer un innocent dans le couloir de la mort », lui a dit l'agent Williams. « Cela fait de vous une complice de meurtre. » Le docteur Torres a été le plus facile à arrêter. Lorsque les agents sont arrivés à son bureau, il était tellement effrayé qu'il a immédiatement avoué « Claire Thompson m'a payé 500 000 $ pour dire que le corps était le sien », a admis Torres. « J'ai falsifié tous les dossiers médicaux. La femme morte était Linda Morrison, pas Claire. » Aux Bahamas, Claire Thompson se battait contre son extradition vers les États-Unis. Elle avait engagé des avocats coûteux avec l'argent volé, mais les preuves contre elle étaient accablantes. « Ma cliente fuyait un mariage violent », a déclaré son avocat devant le tribunal bahamien. Elle craignait pour sa vie. Mais lorsque les procureurs ont diffusé les enregistrements de Claire planifiant le meurtre de Marcus, le tribunal a immédiatement approuvé son extradition. Claire a été mise dans un avion pour le Texas le même après-midi. Pendant ce temps, Marcus a enfin été libéré de ses entraves et a pu serrer Buddy dans ses bras pour la première fois depuis 5 ans. Le vieux chien lui a léché le visage et a remué faiblement la queue. « Tu m'as sauvé la vie 2 fois, a murmuré Marcus à Buddy. « La première fois, tu m'as donné une raison de continuer à vivre, et maintenant, tu as révélé la vérité au moment où j'en avais le plus besoin. » Jennifer Thompson pleurait de joie en regardant son frère serrer son fidèle chien dans ses bras. « Je n'ai jamais cessé de croire en ton innocence, » dit-elle à Marcus. Mais Marcus savait que le combat n'était pas terminé. Claire et ses complices seraient traduits en justice, mais Linda Morrison était toujours morte. Une femme innocente avait perdu la vie à cause de la cupidité et de la soif de liberté de Claire. 1 an plus tard, Marcus Thompson se tenait dans le jardin derrière sa nouvelle clinique vétérinaire, regardant Buddy courir après les papillons sous le soleil de l'après-midi. L'État du Texas avait versé à Marcus 12 millions de dollars pour les 5 années qu'il lui avait volées. Cela ne pourrait jamais lui rendre le temps perdu, mais cela lui permettrait de reconstruire sa vie. Claire Thompson avait été condamnée à mort pour le meurtre de Linda Morrison. Elle se trouvait désormais dans le même couloir de la mort où Marcus avait attendu la mort. Son exécution était prévue pour l'année suivante. Daniel Hayes, Sarah Coleman et le docteur Torres avaient tous été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Leurs appels avaient été rejetés. Marcus utilisa l'argent de l'accord pour créer le Buddy Institute, un centre de formation pour les chiens qui aide les victimes de violences domestiques et de fraude. Les chiens apprenaient à détecter les appareils d'enregistrement cachés et les situations dangereuses. « Ces chiens sauveront des vies, tout comme Buddy a sauvé la mienne », déclara Marcus au journaliste venu l'interviewer. Buddy avait maintenant 9 ans et se déplaçait plus lentement, mais il suivait toujours Marcus partout. Ce chien fidèle était devenu célèbre dans tout le pays comme l'animal qui avait dévoilé un complot meurtrier. Chaque matin, Marcus s'asseyait avec Buddy sous le porche de leur petite maison derrière la clinique. Il parlait aux vieux chiens des animaux qu'ils allaient aider ce jour-là. « Tu sais, mon garçon, dit Marcus un matin, je pensais que ma vie était finie quand je suis allé en prison. Mais peut-être que tout est arrivé pour une raison. » Buddy leva vers lui ses yeux bruns pleins de confiance qui avaient conquis le cœur de Marcus 8 ans plus tôt, au bord de la route 35. « Tu m'as appris que la loyauté est la chose la plus importante au monde, » poursuivit Marcus, « et que parfois, la vérité met du temps à se révéler, mais qu'elle finit toujours par le faire. » Marcus avait perdu sa femme, sa première clinique et 5 années de sa vie. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux que tout cela. Il avait appris que l'amour et la loyauté peuvent survivre à tout, même à la peine capitale. Alors que le soleil se couchait derrière les collines du Texas, Marcus Thompson était enfin en paix. Il était libre, il aidait à nouveau les animaux et son meilleur ami était à ses côtés. Justice avait été faite et la vie était belle.